On parle depuis tout à l'heure d'une relance verte. Ça passe inévitablement par des politiques industrielles plus vertes aussi, vous croyez, la relance économique du Québec? Tout à fait. Bien, moi, personnellement, oui, mais c'est vous Robert les a experts. parlé, oui, mais non, mais Robert vient tout juste de souligner là, que il devrait avoir des aides pour c'est une vision de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire nos gaz à effet de serre et de pouvoir permettre aux industriels de changer leur procédé de production ou en tout cas passer du mazout à l'électricité. Donc, Sans non on plus devrait qu'ils encourent des coûts. Ils sont déjà probablement certains d'entre eux très affectés par la pandémie. C'est peut-être pas non plus pour eux autres le moment d'investir des millions en... Bien, c'est la raison pour laquelle on dit que la relance, c'est un processus qui va se déployer à moyen et long terme. Parce que là, évidemment, il ne s'agit pas de rajouter un coefficient de difficulté supplémentaire à des industriels qui peinent à garder la tête en dehors de l'eau, c'est sûr. Mais d'autre part, il est entendu, et là, c'est même plus ni les écolos, ni les travailleurs, ni les forces de gauche qui le disent. Le grand patronat mondialisé reconnaît l'existence de la crise climatique et la Banque mondiale ou encore le Forum économique de Davos reconnaissent que notre mode de développement n'est pas viable, alors qu'il faut faire un saut qualitatif majeur. Mais évidemment, entre le dire et le réaliser, là, il y a un saut important et ça va demander des efforts collectifs considérables. Ça, c'est entendu. Est-ce qu'on parle aussi de formation dans la relance, c'est-à-dire de permettre aux industries... Si tu me permets, j'aimerais juste faire un saut. Allez-y. Bien, tu sais, par exemple, actuellement, un des éléments de la relance économique, mais de la reprise et de la relance, ce sont le plan, le PQI, le plan québécois des infrastructures. Okay. Le gouvernement, actuellement, c'est très bien, veut accélérer son programme, ce avec quoi nous sommes d'accord. Cependant, il y a beaucoup d'infrastructures là-dedans qui sont ce qu'on appelle brick and mortar, de briques et de ciment, mais aussi d'infrastructures routières. On parle, par exemple, du troisième lien. Je dis ça comme ça, je dis ça, je dis rien. Des viaducs, des routes, choses comme ça. Des choses comme ça. Donc, nous, la proposition qu'on fait, c'est qu'il ne faudrait pas perdre de vue que ça nous prend aussi des infrastructures qui sont davantage axées sur des objectifs sociaux, comme par exemple le logement social. Bon, on peut aussi construire du logement qui va avoir une finalité sociale. Comme tout, on devrait investir énormément en transport collectif actuellement. C'est ça qu'on devrait faire. Puis, dans un but de lutter contre le réchauffement climatique, d'atteindre nos objectifs de réduction de GES. Et puis, donc, c'est ça qu'on essaie d'envoyer comme message au gouvernement par rapport à l'investissement. En fait, l'enjeu, c'est d'investir dans les infrastructures du 21e siècle, pas de refaire celles du 20e. Celles de... Et ça, c'est vrai en transport, c'est vrai en habitation. On pourrait faire un immense programme de rénovation domiciliaire. Le parc immobilier du Québec est très vieillissant. Et bien, si on le fait, bien, il faudrait qu'on s'organise pour qu'il soit aux normes environnementales de la meilleure efficacité énergétique. On pourrait parler géothermie, on en parle très peu au Québec. On pourrait parler de plein de choses. Tout à fait. Et on le voit également dans l'actualité récente. Beaucoup de gens se scandalisent de voir ce qui arrive à Trois-Rivières, là où on déverse des millions de litres des égouts. Bien, voilà, il faut qu'on repense nos systèmes de traitement des eaux. Parce que nos eaux pluviales doivent forcément être filtrées. Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut revoir. Et on peut le faire avec des méthodes qui sont de plus en plus éloignées des méthodes physico-chimiques conventionnelles. Il y a beaucoup d'innovations et le savoir-faire québécois en ces matières est exceptionnel. Tout à fait. De la même façon, on s'est habitué à quelque chose qui est absolument inexplicable. Il y a plus de 90 municipalités au Québec qui déversent directement leurs égouts. Alors, si on veut faire un programme de relance, bien, voici un problème qui
est une occasion où on peut mettre de nouvelles infrastructures, où on va faire des interventions qui vont être directement efficaces dans la qualité de l'eau. Et là, je me tourne vers vous, Lise. On a la main-d'œuvre qualifiée pour faire ces choses-là en plus. Absolument. C'est ça qui est fascinant. On n'est pas... on a ces gens-là. On a les... C'est sûr, mais en même temps, on sait que dans certains secteurs, ça va demander un énorme effort. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs où, même s'ils ne disparaissent pas complètement, ils vont changer d'échelle. Alors, on peut penser à ce qui est en train de se passer dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Il va y avoir là nécessairement des enjeux de requalification de la main-d'œuvre. De la même façon que dans les services publics, on a découvert, et la pandémie nous l'a cruellement rappelé, que les services de proximité ont une place beaucoup plus stratégique que celle que nous leur accordions auparavant et que ce ne sont pas des métiers à des conditions précaires, à des salaires de misère qui vont nous permettre de faire face aux défis démographiques que la crise a révélés. Je vous interromps 2 secondes pour nos éditeurs sur Facebook. J'ai oublié de vous mentionner que si vous vouliez interagir avec nos fabuleux invités, n'hésitez pas. À la fin, si on a un peu de temps, on se fera un plaisir de lire vos questions et d'essayer d'y répondre. Voilà. Alors, je ferai un pas aussi sur ce que Robert vient de dire. J'adore bien, Lise. J'adore ça. Ça me soulage énormément. Parce que dans la politique industrielle, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un volet, ce qu'on appelle de transition juste, c'est-à-dire qu'il y ait un programme, ça serait vraiment odieux que les travailleurs, les travailleuses touchés par tous ces changements là, qui s'en viennent, qu'on demande aussi, donc les secteurs qui vont devenir plus en désuétude et puis que là, les travailleurs, va falloir qu'ils se retrouvent une autre job ailleurs. Les nouveaux secteurs qui vont émerger, espérons-le, plus verts. En fait, tous ces changements qu'on doit apporter, ça serait vraiment odieux que ce soit qu'eux seuls qui en supportent le coût ou le prix, ou les communautés où ces changements se passent. Fait que là, un programme, alors nous, on demande un programme de transition juste où les coûts devraient être répartis équitablement entre tous les acteurs socio-économiques. Il y a tous à gagner, là. Mais tu sais qu'il y a des programmes de formation pour les gens qui vont devoir se requalifier. Le programme d'assurance-emploi a vraiment démontré toutes les défaillances et les trous qu'il y a dans ce programme-là. Il faut pas juste essayer de le patcher, mais il faut vraiment y repenser pour que ça soit un réel programme de soutien de revenus. Et là-dessus, il va falloir se méfier des idées simples. Hein? Oui. Le revenu minimum, oui, voilà, comme s'il s'agissait d'une pilule magique. Il faut repenser notre filet de protection sociale et il faut le repenser en fonction d'objectifs qui sont définis sur plusieurs dimensions. La qualité du travail, la qualité de la prestation des services, les conditions des travailleurs ou éventuellement des usagers, par exemple. Dans les programmes de requalification, c'est certain qu'il va falloir qu'on repense autrement le rôle de la formation professionnelle et de nos institutions d'enseignement dans la requalification de ces couches-là qui vont subir de plein fouet les impacts, mais aussi pour la jeunesse montante, puisque l'éventail des carrières, l'éventail des choix professionnels va se redéployer. Et ça, il faut que notre système d'éducation suive, et puis il faut qu'il suive avec le bon message, c'est-à-dire avec une importance accrue sur le contenu en matière grise, si on peut dire. On a souvent considéré la requalification comme étant un travail de... On va prendre des manuels, puis on va les envoyer dans des tâches plus intellectuelles, mais c'est faux. Ce qu'il faut, c'est mettre plus d'intelligence dans le travail, partout où ce travail-là est socialement utile. Alors, c'est là le gros enjeu et la condition de succès de n'importe quel plan de relance. Si on ne parvient pas à associer le travail
d'enrichissement du travail, dans la requalification, on va simplement reporter à quelques années la prochaine crise. Elle sera économique, celle-là. Je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps toute la numérisation de l'économie. Tout à fait. Et on parlait des infrastructures, en voilà une. Internet à pédale en Gaspésie puis sur la Côte-Nord, c'est pas une condition de développement. Non, c'est exactement, oui. Ça, ne serait-ce que, même s'il fallait qu'on reconfine, les élèves qui ont des cours à la maison, tout ça, c'était pas facile pour ces régions-là d'avoir accès à Internet haute vitesse et donc de participer, ne serait-ce qu'à sa dictée du vendredi matin. Et là, si on parle en plus de requalification, on a encore plus besoin d'avoir accès aux technologies et à une vitesse adéquate. On est dans des arbitrages essentiels. C'est-à-dire que est-ce que l'État va laisser aux géants de la câblo-distribution et des technologies de l'information, le soin de se partager les marchés solvables et de laisser le reste. Il y a des choix, là, vraiment. Est-ce que c'est une infrastructure publique ou pas? De quelle manière est-ce qu'on peut concilier les objectifs de société avec les objectifs de marché, avec les intérêts des acteurs? Ça doit être mis au débat, là, c'est clair. Et si j'attirais votre attention sur notre géant voisin du Sud, qui, là, on ne sait pas ce qui va arriver aux prochaines élections, mais je sens quand même un impact sur l'industrie québécoise. Avec la pandémie, les frontières se sont fermées. Ce géant-là a aussi une vision, je dirais, plus protectionniste sous cette présidence-là. Est-ce que pour nous, Québec, on est directement tributaire? Ou on peut s'en sortir? Ou est-ce que justement, il ne faut pas penser à vivre un petit peu moins... En dépendance, en fait. En dépendance. C'est notre principal voisin client. du Sud. C'est notre principal client. Et, donc, on est assez les mains liées avec... c'est-à-dire qu'on est remis en avant d'un défi qui, ma foi, nous est posé depuis 50 ans en matière de commerce international, c'est-à-dire la diversification de nos cibles d'exportation. Il y a des entreprises qui sont entièrement dépendantes de la clientèle américaine et là, elles sont plus à risque d'être impactées par les choix que fait l'administration américaine. Mais c'est une occasion, comme on dit, il faut profiter d'une crise pour éviter qu'elle se reproduise. C'est une occasion pour développer d'autres types de clientèle. Mais là, voilà un exemple intéressant de liaison avec une politique industrielle. Parce que si on veut diversifier les exportations, c'est peut-être de monter en valeur, comme on dit. Alors, au lieu d'exporter du bois d'œuvre aux États-Unis, peut-être que si nous faisons un effort particulier vers le développement des nouveaux matériaux, vers le développement des unités préfabriquées, etc., c'est une plus forte valeur ajoutée qui va nous permettre peut-être, et souhaitons-le, de développer de nouveaux marchés, donc de trouver d'autres clients. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle la deuxième et troisième transformation, qui sont les activités manufacturières qu'on pourrait, c'est ça, à place de prendre la matière brute puis l'envoyer, là, on la transforme, on y ajoute de la valeur en la transformant, donc c'est un aspect plus intéressant. Vous avez bien raison de dire qu'il y a plusieurs entreprises qui sont inscrites dans la chaîne des valeurs nord-américaine. Quand on dit la chaîne des valeurs, l'acier part de chez nous, s'en va aux États-Unis transformé, s'en va au Mexique, elle revient, elle se promène beaucoup. Et en cela, on ne peut pas, comme tout faire sauter d'un coup sec. C'est sûr que ça va rester, qu'il y en a un bout qui va rester. Mais il y a peut-être certains biens essentiels puis là, on pense au secteur pharmaceutique, on pense aux fournitures médicales, qui, c'est pas toutes les activités. On veut pas faire un protectionnisme mur à mur. Je me souviens de la compagnie 3M qui voulait... Ils nous ont dit, le président avait dit, envoyez pas les masques au Québec. Il dit, oui, mais
la fibre, la chair de bois qui sert à faire les masques vient du Canada. Fait que si on n'envoie pas les masques, on n'aura peut-être pas la fibre. Oui, et c'est sans compter que ce ne sont pas tous les secteurs industriels qui sont déployables dans les marchés locaux ou nationaux. Oui, l'aéronautique est un exemple. Oui, c'est un secteur, par définition, qui est mondialisé on fait peu et de qui fusées, est très durement impacté. Alors là, par exemple, il y a quelque chose d'assez ahurissant à voir l'indifférence ou enfin la tiédeur du gouvernement du Canada à intervenir pour sauver cette grappe-là, qui a un rôle névralgique dans l'économie de Montréal et du Québec. C'est un secteur à très, très haute valeur ajoutée, avec de très bons salaires. On parle ici des usines d'aéronautique, là où on fabrique les pièces d'aéronautique. Absolument. Nous fabriquons des moteurs, des composantes, des trains d'atterrissage, etc. Et ça, par définition, c'est un marché qui va rester un marché mondialisé. Il n'y a pas un village qui peut vivre et faire vivre une usine. Puis on va pas aller dimanche matin aller s'acheter une petite pièce de moteur pour encourager l'économie locale. Voilà. Non, mais ça, je trouve que c'est un bel exemple de grappe qui est une mesure structurante. Parce que l'aéronautique, tu as l'école d'aéronautique qui a tous les métiers, ou presque, en tout cas, nécessaires à l'industrie. Il y a des sous-traitants, mais tu sais, il y a des compagnies qui font des trains d'atterrissage, des moteurs, tu sais, il y a Bombardier, il y a tout. Et puis, en plus, ils fonctionnent avec des centres de recherche, avec des universitaires. Tu sais, c'est ça, une grappe. C'est d'avoir cette synergie, puis tu sais, c'est là que ça se passe. Et donc, c'est un modèle intéressant. Par exemple, Montréal est reconnu pour l'intelligence artificielle. Oui. Parce que là, les universitaires sont mis ensemble, il y a des centres de recherche, il y a des entreprises. Donc, il y a comme une effervescence là, qui se crée, une synergie, puis on forme les travailleurs, les personnes pour aller travailler dans ces secteurs-là, tu sais. Et dans ces cas-là, l'enjeu, c'est à la fois d'être capable... Drôle, on parle d'aéronautique au moment où un avion passe. On les remarque plus parce qu'il y en a beaucoup moins. Oui, il y en a eu tellement peu pendant le confinement. Moi, j'habite aussi dans le corridor aérien et là, je fais « Oh, c'est reparti! » Oui. Alors, dans des grappes comme celle-là, dans des secteurs aussi névralgiques, la notion du contrôle est très importante aussi. Il ne s'agit pas simplement de dire on va préserver les emplois, mais il faut s'assurer que l'effort collectif qui est réalisé dans ces secteurs-là, souvent par l'octroi de fonds publics, se traduise par le grand contrôle possible et les maximums de retombées dans l'économie, puisque les contribuables apportent cet argent-là, non pas pour que ce soit distribué à des actionnaires étrangers exclusivement, il faut qu'il y en ait pour l'ensemble des parties prenantes. Création d'emplois, on Absolument. en parle moins, là, mais tu sais, qu'il y ait création d'emplois de qualité au Québec. Est-ce que, on en a parlé dernièrement, tout ce qui est télétravail va avoir aussi un impact sur la relance quand on parle de politique industrielle? Est-ce qu'on va, tout ce qui était l'immobilier de chaque entreprise, est-ce qu'on va se rendre compte que finalement, bien, on avait des tonnes et des tonnes de bâtiments qu'on chauffait l'hiver et qui seront peut-être plus utiles? Ou est-ce que ça va changer quelque chose? Sûrement. Mais à court terme, ce que ça change surtout, c'est le commerce des boules de cristal. Alors là, Robert, depuis quand achetez-vous des boules de cristal? Parce qu'il y a beaucoup de gens, qui voient l'avenir. Oui. Qui voient l'avenir puis qui disent c'est fini, l'immobilier, les centres-villes sont... alors, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'à court terme, ils sont très, très durement affectés. Mais justement, selon les choix et selon la logique économique qui va se mettre en place dans la relance, ces fonctions-là vont être revues. Alors, c'est sûr que le télétravail qui existait avant la pandémie va continuer d'exister. Il a changé d'ampleur, il occupe une plus grande place, mais peut-être que sa généralisation va faire apparaître d'autres types de besoins, d'autres types d'attentes chez les travailleurs et les organisations qui vont nécessiter d'autres genres d'accommodement. Alors, c'est tentant et c'est toujours un peu rassurant de se dire, bon, ben voyons, la condition que nous avons maintenant nous permet de stabiliser l'avenir. Mais on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. Mais ça a révélé quand même qu'il y avait derrière ces choix-là des options qu'on peut revoir.
OK? Mais quand Tout on à parle fait, de relance mais- verte aussi, il y aura peut-être tout oui. ça à évaluer. C'est-à-dire combien de travailleurs on fait déplacer par jour dans un réseau qui n'est pas encore assez fort en transport en commun. Enfin, tout ça va être donc des choses auxquelles il va falloir carrément penser bientôt. Oui. Mais le télétravail, moi, je ne suis pas si convaincue que ça. Là. C'est peut-être plus une impression personnelle que actuellement, c'est sûr que là, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas en télétravail. Moi, je suis la première. Je suis en télétravail depuis le 13 mars, je m'en souviens. Actuellement, il y a beaucoup d'études universitaires là, qui sont en train de se mettre en branle pour savoir, c'est quoi les enjeux. Même le ministre Boulet a annoncé qu'il réfléchit à cette question pour voir comment prendre en compte les préoccupations des entreprises, des travailleurs, mais aussi comment on va encadrer le télétravail. Donc, c'est sûr, ça bouleverse comment le travail est organisé à l'intérieur de chaque entreprise. Mais peut-être pas sur quelque chose qui va être... Mais est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui surviennent? Bon, effectivement, là, les gens sont satisfaits, ils n'ont plus à voyager. Mais les sociologues du travail nous disent aussi que une usine, un bureau, c'est une organisation qui nécessite des moyens d'intégration. Oui. Et ces moyens-là, ça se passe par la socialisation, comme disent les sociologues, donc par les échanges dans un cadre défini. Alors, tout ne se produit pas par le télétravail. Non, absolument. C'est ça. Et pas tous les emplois peuvent être C'est un peu le leurre. Absolument. En fait, c'est un peu ce que la pandémie semble vouloir dire, mais qui ne sera peut-être pas durable. Tout comme le tourisme, on a vu l'industrie du tourisme au Québec réussir à s'en tirer à peu près grâce aux Québécois qui sont restés sur le territoire, les frontières étant fermées. Mais ça ne veut pas dire que les Québécois vont toujours faire le tour du Québec en VR pour les prochaines années. Hein? On s'entend qu'il y a encore des gens qui vont vouloir voir Venise, il y a encore des gens qui vont vouloir aller passer 2 mois au Vietnam. Donc, c'est plutôt ça serait plutôt un effet sur l'industrie qui est là, qui est de l'ordre de la reprise, mais qui ne sera peut-être pas de l'ordre de la relance, c'est-à-dire... Non, c'est ça. Et aussi, c'est que dans les secteurs qui ne sont pas ceux du télétravail, où le télétravail est plus difficile, ce que la crise aura révélé aussi, c'est qu'il faut revoir la façon de travailler. Donc, par exemple, dans les hôpitaux, là, on a vu dans les institutions qu'il fallait que les préposés aux bénéficiaires, comme l'expression bureaucratique le dit, changent leur façon de travailler. Okay? Donc, il n'y aura pas de télétravail là, mais ce qu'on sait, c'est que cette façon de travailler-là va devoir être changée. Donc, on est plus de l'ordre des formations, en fait. Absolument. De formation absolument. continue. Je ne sais pas si vous avez entendu la cigale. C'est celle qui nous dit que l'été n'est pas tout à fait terminé. Mais par contre, notre rencontre, elle, se termine au son de cette cigale qui chante encore, vilaine. Il fallait faire des provisions. Et je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, d'en avoir appris un peu plus sur la relance et ce que c'est qu'une politique industrielle et à quel point ça impacte la vie de tout le monde, de toutes les communautés sur tout le territoire du Québec. Et que je nous souhaite une relance avec une transition juste. J'aime beaucoup cette expression, personnellement. Ouais. Je trouve que, voilà, on est dû au Québec pour une transition juste. Alors, au lieu de dire « ça va bien aller », disons-nous plutôt « on va y arriver ». On va y arriver. On va le faire. Gens de bonne volonté, nous allons y arriver. Merci infiniment, Lise. Merci, Robert. Merci, au plaisir. Au plaisir.